Il est rare qu'un film puisse devenir aussi important pour celui qui le regarde que pour celui qui l'a fait. Dans une lettre à Jacques Tati chargée d'émotion, de respect et d'affection, François Truffaut poursuivait : « S'il existait un journal de travail de Plétaëm, rédigé quotidiennement par vous ou l'un de vos proches, je le lirais, et avec quelle avidité. J'ai envie de vous interroger comme un inspecteur. Que tourniez-vous la nuit du 13 au 14 juillet 1965 ? Cinq ans après le tournage de Plétaëm, plus de 200 boîtes de pellicules égarées dans le stock d'un laboratoire ont pu être retrouvées. En consultant les archives du cinéaste, il a été possible de reconstituer plusieurs scènes qui avaient été coupées contre sa volonté et de restaurer le film. En mars 2002, alors que la restauration touchait à sa fin, une trentaine de bobines d'essais filmées pendant la préparation furent découvertes. Ces documents inédits permettaient de concrétiser le vœu de François Truffaut. La reconstitution d'un journal de tournage qui témoignait de ce formidable travail que fut la réalisation de Plétaëm. Le scénario était construit pour que l'on tourne dans des décors naturels. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le tourner. Parce que à Orly, on ne pouvait pas supprimer le départ de retarder les vols et de faire atterrir les avions trop bas. Donc, on était forcé de suivre les indications d'Air France. Dans les supermarchés, ils n'ont jamais voulu qu'on tourne parce qu'ils se sont dit avoir une fauche formidable. On n'a jamais retrouvé un camembert. Dans les banques, alors pas de question. En fait, si vous voulez, toutes les portes se sont fermées en disant qu'est-ce que c'est que cette équipe de cinéastes qui va venir s'installer ici. Comme il n'existe aucun plateau suffisamment vaste pour reconstituer des perspectives de rue avec des façades aux dimensions imposantes où l'on puisse faire circuler des autobus et des voitures, Tati envisage alors de construire le décor de la ville sur un vaste terrain studio à Joinville. 14 juillet 1964. Le décorateur Eugène Roman est convoqué pour un premier repérage. Tati m'a raconté l'histoire en 2 mots, une histoire d'Américain, sans rien me faire lire, sans me donner une ligne, même pas un synopsis. Et il m'a tout de suite demandé « Combien pensez-vous que cela va coûter ?» Écoutez, je ne peux pas vous le dire tout de suite parce que c'est immense. C'est immense. Imaginez-vous mon arrivée sur le plateau de Gravel un matin. Il faisait froid, c'était une plaine découverte, venteuse. D'ailleurs, on prenait tous les matins du viandox avec quelque chose dedans pour nous réchauffer. J'avais 2, 3 gars, j'ai tracé une grande ligne, esquissé un décor d'après un plan. On partait du papier. J'avais une équipe de 8 dessinateurs. Puis, on construisait des maquettes en relief. Et ensuite, il m'a fallu une équipe de construction. C'était une ville qu'il fallait bâtir. Mais il y avait tellement de coins et de recoins qu'on pouvait l'agrandir à volonté. Suivant l'angle que l'on choisissait, on avait l'impression d'être dans une autre partie de la ville. Il fallait que ce soit solide et en même temps suffisamment souple pour que ça puisse s'adapter au scénario. Tati supervisait. N'oubliez pas qu'il s'intéressait à tout. Tout. C'était le patron, et un grand patron. Il arrivait le matin de bonne heure, il repartait à 9h du soir, et il faisait tout. Il s'intéressait à tout. Il a fallu construire 2 plateaux qui faisaient 100 mètres sur 25.
100 mètres sur 25. C'était un lieu de tournage rêvé. Il n'existait aucun plateau comme celui-là à l'époque. On pouvait déplacer les immeubles montés sur roulettes. Il y avait des maquettes dont la taille était calculée par rapport à la profondeur à laquelle elles apparaîtraient. Il fallait que les bâtiments soient alignés et les construire à bonne échelle. La même maquette pouvait être tantôt utilisée pour les avant-plans, tantôt pour les arrière-plans. Tati envisage d'abord de tourner le film en noir et blanc et de colorier certaines parties de l'image, comme il l'avait fait pour Jour de fête. Un procédé qui s'apparente à la peinture sur pellicule. Déçu par les premiers essais, il conservera ce parti pris de monochromatisme en tournant sur pellicule couleur des décors uniformément gris et fixe son choix sur le format 70 mm. Pourquoi ? Parce qu'il y a des proportions. C'est ce que j'ai voulu, par la grandeur de l'image. Parce que si je tourne en Super 8 la façade d'Orly, je vais avoir le droit de tourner une fenêtre. Bon. 16 mm, je vais avoir 3 fenêtres. En 35, je vais avoir 15 fenêtres, 20 fenêtres. Puis en 70 mm, je vais avoir toute la façade d'Orly. Bon. Donc, j'étais non pas par effet de superproduction, mais par intention de donner la vedettariat à l'immeuble. 12 septembre 1964. Tati effectue des repérages à l'aéroport d'Orly avec son décorateur Eugène Roman. À Orly, il y avait des murs en plaques d'acier. On les a photographiés, puis on les a agrandis à la taille des plaques d'acier d'origine. Et on a collé les tirages pour en recouvrir les feuilles de décor. Le spectateur croit que c'est de l'acier, mais c'est du papier photo. Tout est en photo. C'était d'autant plus avantageux que ça permettait d'avoir des reflets sans même éclairer. Puisque les lumières étaient photographiées, il n'y avait pas besoin de les créer. Et les reflets étaient beaucoup plus faciles à maîtriser, comme cela. La construction du décor est encore loin d'être achevée. Mais le gros œuvre du premier studio est terminé. Pendant 6 mois, Tati et son équipe vont l'utiliser comme un laboratoire expérimental et y tourner de nombreux essais. Tati fait poser des figurants en studio devant un fond blanc. Ces tirages, grandeur nature, qui évoquent des photographies de mode, sont découpés et collés sur des contreplaqués. Ces silhouettes immobiles, aux postures étonnantes, seront utilisées aux côtés de figurants en chair et en os. Elles contribuent à l'effet d'étrangeté que recherche Tati. Un des premiers essais filmés utilise une découverte photographique en noir et blanc comme fond de décor qui raccorde en perspective avec les éléments construits du premier plan. Tati recherche une tonalité aussi proche que possible du gris, sans aucune dominante de couleur, fût-elle légère. Ce procédé sera finalement abandonné car il impose une mise en scène frontale et ne permet pas aux acteurs de se déplacer dans la profondeur. Le casting est l'objet de nombreuses recherches en France et à l'étranger. Comme Bresson, Tati est à la recherche de modèles plutôt que d'acteurs.
Dans une note, il décrit le personnage de la jeune américaine pour le rôle principal. Une jeune fille d'environ 25 ans, un peu timide et embarrassée, avec un regard intelligent, plutôt grande. Elle doit avoir de la fraîcheur et de la simplicité. Un point important, elle ne doit pas être actrice. J'ai rencontré Jacques Tati en 1961, alors que j'habitais chez ses voisins. Pour payer mon séjour en France, je faisais la jeune fille au pair et je prenais des cours à l'Alliance française. Un jour, Jacques Tati m'a demandé si ça m'intéresserait de tourner dans son prochain film. Sur le moment, je n'ai pas pris cette proposition très au sérieux. Et puis, un jour, j'étais retournée travailler en Allemagne depuis presque 2 ans. Je reçus un coup de fil de la production pour venir faire des essais. Arrivée au studio, j'ai vu toutes ces filles qui attendaient pour le même rôle. Je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là de particulier, mais j'ai décroché le rôle. 13 novembre 1964. Tati tourne une véritable répétition filmée avec Henri Piccoli qui joue le rôle du PDG. 2 prises sont tournées. Dans la première, on voit l'acteur entrer de dos dans le champ portant une valise dont l'étiquette animée d'un mouvement giratoire semble le propulser avec une lenteur un peu compassée. Dans la seconde prise, Tati, dans un étonnant numéro de mime, interprète un journaliste prenant des notes, le carnet d'interview à la main. Courbé avec déférence devant le grand homme de petite taille, il sautille à reculons, tandis que le comédien avance vers lui. Sa démarche est cette fois beaucoup plus étrange et comique, car Tati lui a sans doute donné l'indication de marcher en fléchissant les jambes, ce qui a pour effet non seulement d'accentuer la petite taille de l'acteur, mais lui confère l'allure d'un homme écrasé par les responsabilités. Tati applique un principe qui ne l'a jamais quitté. Un bon comique, c'est d'abord un bon jeu de jambes. Tout dépendra de la situation et son évolution dans les jours à venir. Un mois oui, évidemment. Vous êtes présent au congrès international World Finance. Et vous Pour le rôle du planton, il multiplie les répétitions et les auditions. Dans ces essais, l'ébauche d'un décor est en place. La découverte photographique crée une perspective et le cadrage préfigure la version définitive de la scène. Son choix se portera finalement sur Léon Doyen, un authentique planton à la retraite. Tati citera souvent M. Doyen en exemple lorsqu'il parlera de ses acteurs. Le petit monsieur qui appuie sur les boutons, il est pris par ça, il s'en sort pas. Parce que d'abord, il y a un décalage d'âge entre l'ingénieur qui lui a construit son truc et lui. Il hésite. Et il le fait, alors là, qu'on vienne pas. Là, on peut en discuter pendant des heures. Si on me dit que ce type est pas bon, je sais pas qu'il est beau, il est fabuleux. Alors, bien. Bon. Oui, oh, ouais. Ah.
Je demande le 440. 2. Je répète. 440. 2. Non, pas 1, 2. Oui. Alors là, c'est bien, ça va. Alors là, ouais. Là. Et voilà. Tous ces trucs électriques, là, savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, il faut s'y connaître. Et tous leurs boutons, mais... 19 mars 1965. La suite de cette séquence sera la source de multiples difficultés de mise en scène. Le plan numéro 47 prévu ce jour-là est un plan séquence où le portier fait attendre Hulot qui a rendez-vous avec un certain monsieur Giffard. Plusieurs mois avant le tournage, Tati a effectué de nombreuses répétitions filmées pour travailler le rythme de la scène avec son acteur. Le plan 47 est décrit de la manière suivante dans le scénario. Nous découvrons maintenant la totalité du couloir. À droite, la partie vitrée donnant sur l'extérieur. À gauche, une porte suivie du poste d'appel que nous avons vu dans le plan précédent. Le portier récupère son mégot placé un peu en retrait. Il en tire quelques bouffées afin de le ranimer et s'avance lentement de 2 pas derrière son poste d'appel, tenant le cigarillo derrière son dos. Il se penche pour fixer l'extrémité de l'interminable couloir. Ah. À la projection des roches, Tati n'est pas satisfait. Il fait les remarques suivantes. La silhouette de M. Giffard ne se découpe pas suffisamment. Le fond du décor est trop sombre. Pour augmenter l'effet de profondeur, il accentue les lignes de fuite en modifiant l'alignement des colonnes de gauche. Enfin, quand l'acteur apparaît au fond du cadre, il le fait marcher d'abord sur place, puis il lui demande d'allonger progressivement la foulée. Cette magnifique idée repose sur un traitement différencié de l'espace et du temps. Ah. Oh non, non. Oh là. Je vais